Aori, un lycéen japonais ordinaire, menait une vie paisible avec sa petite sœur, mais tout bascule quand elle contracte une maladie incurable et mortelle. Le coût du traitement est si exorbitant qu'Aori ne peut même pas rêver de le payer avec un petit boulot. Il se tourne donc vers les réseaux sociaux, espérant y faire fortune rapidement. Malheureusement, il n'est pas une fille lambda avec un caractère de cochon qui peut poster des thirst traps et gagner des millions. Il a donc dû trouver sa niche, devenir un youtubeur détesté que tout le monde regarde juste pour le haïr et lui faire payer ses frasques. Sa présence sur les réseaux a explosé quand il a commencé à défier des combattants pro respectés, puis à les tabasser sans pitié devant la caméra, leur cracher dessus et s'enfuir comme un lâche. Ça irritait les spectateurs qui le traitaient de lâche et de minable, incapable de gagner un combat loyal. Mais Aori s'en fichait royalement. Ça ne faisait qu'augmenter son temps de visionnage et ses stats. Récemment, il a attaqué un créateur de contenu MMA très apprécié, l'a tabassé par surprise avant de fuir la police. C'est le sujet de conversation partout, tout le monde dit que ce sale type de youtubeur, genre Jake Paul, mérite une bonne correction. Aori, lui, s'en moque. Il parcourt ses commentaires, y trouve une haine brûlante à son égard, mais ça n'a aucune importance. Il rit en vérifiant ses revenus, qui sont stratosphériques à ce stade. Bientôt, il descend à la station suivante et entre à l'hôpital où sa sœur est admise depuis un moment. Il la trouve fixant son téléphone, lui dit de s'allonger et de se reposer. Akari répond qu'elle s'est reposée toute la journée, veut lui parler et demande où il était. Il ne peut pas vraiment lui parler de son plan pour l'argent. Il ment, disant qu'il avait des choses à régler, qu'il était un peu occupé. Il lui tend un sac de bonbons, mais Akari sait qu'il a un faible pour ça et lui demande combien il en a mangé aujourd'hui. D'abord, Aori ment et répond qu'il en a mangé 3. Mais Akari n'est pas si facile à berner, elle lui dit de cracher le morceau. Aori avoue alors qu'il a englouti 6 gâteaux avant d'arriver. Akari le réprimande, lui disant de faire plus attention à sa santé, de se limiter à une douceur par jour. Elle lui demande s'il prend soin de lui ou s'il fait encore des nuits blanches sans même faire sa lessive. Bientôt, elle commence à manger son morceau de gâteau, mais même ça c'est trop pour elle. Elle se met à tousser, ce qui effraie Aori, qui court appeler l'infirmière, mais Akari l'arrête, assurant qu'elle va bien. Akari ne comprend pas pourquoi son corps la lâche, mais Aori lui dit de ne pas perdre espoir. Leur voyage aux États-Unis est dans 1 mois, et là-bas, un super docteur l'examinera et réglera tous ses problèmes. Akari n'est pas convaincue, elle a entendu parler des factures d'eau médicale et du prix d'un pansement aux États-Unis, mais son frère lui dit de ne pas s'inquiéter, il gère tout, l'argent ne sera pas un problème grâce à son petit boulot très lucratif. Plus tard ce jour-là, ils repensent à l'orphelinat, quand le vieux directeur leur enseignait de toujours faire le bien, peu importe la difficulté, mais Aori a fait tout le contraire. S'il y avait un moyen de gagner beaucoup d'argent en travaillant dur, il le ferait. Mais malheureusement, il n'a jamais eu la chance d'aller dans une bonne école, et la seule chose qu'il possède, c'est un corps robuste, doué pour les bagarres. Il pense à quel point il est allé à l'encontre de tout ce qu'on lui a appris à l'orphelinat, mais il s'en fiche éperdument. Il est prêt à brûler le monde entier si cela peut sauver Akari. 1 mois s'écoule depuis ce jour. Aori est totalement inactif sur ses réseaux sociaux. La rumeur dit qu'il a été tué par un mafieux en colère, ou qu'il a pris sa retraite. Aori, lui, n'est pas mort. Il va bien dans son studio, mange des petits pots d'huile de crème du supermarché et parle à Akari au téléphone, lui demandant si elle en veut. Akari répond qu'elle adorerait un pudding au chocolat, alors Aori promet d'en apporter lors de sa prochaine visite. Il semble content de sa vie et s'endort bientôt, téléphone à la main, ce que je comprends tout à fait. Plus tard dans la nuit, alors qu'il faisait de beaux rêves, un bruit soudain le réveille. Horrifié, il voit une silhouette menaçante au-dessus de lui, brandissant un marteau de forgeron. L'intrus tente d'abattre le marteau sur lui, mais grâce à ses réflexes fulgurants, Aori l'esquive. L'intrus le traite de trou du cul pour avoir esquivé et enchaîne 3 autres attaques, visant le téléphone dans les mains d'Aori. Encore une fois, Aori parvient à esquiver, sauvant sa vie d'un cheveu, mais lâche son téléphone au dernier moment. C'est là qu'il réalise que ce drôle de cambrioleur n'en a pas après lui, mais après son téléphone. Heureusement, il réussit à récupérer son téléphone avant que l'homme ne le détruise et s'enfuit hors de la maison. Aori décide de courir vers un parc bien éclairé, espérant semer l'attaquant, et envoie un message à Akari à propos de l'intrus. Akari continue de lui envoyer des messages, lui disant de fuir et d'appeler la police.
Mais au lieu de courir ou d'appeler les flics, cet idiot parle à sa sœur au téléphone. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, l'intrus le rattrape et tente de l'attaquer. Mais cette fois, Aori décide de tenir bon et de riposter. Il bloque le marteau d'un coup de pied, ce qui surprend l'attaquant. Aori passe alors à la contre-attaque, mais l'intrus la bloque facilement. Aori poursuit son assaut de coups commo de poing et ajoute un coup de pied pour la forme. Mais toutes ces attaques sont esquivées ou facilement bloquées par le psychopathe au marteau. L'intrus tente de lui arracher le téléphone une fois de plus et le manque de justesse. Aori n'a aucune idée de ce qu'il veut. L'intrus prononce son nom complet, affirmant qu'il est un youtubeur dont le travail est de poster du contenu rajbet et de provoquer quotidiennement des gamines et des gauchistes libéraux sans aucune raison. Il affirme avoir vu ces vidéos, mais pas volontairement, et déclare ouvertement qu'elles sont dégoûtantes et lui donnent envie de vomir. En entendant cela, Aori pense que cet homme est un de ses spectateurs agacés qui a décidé de s'occuper de lui personnellement. Alors Aori se met à genoux et s'excuse du fond du cœur, affirmant que tout ce qu'il a fait, c'était pour l'argent, sans arrière-pensée, car sa sœur était très malade. Il dit avoir arrêté depuis qu'elle va mieux, et qu'il peut le frapper tant qu'il veut, mais le supplie de ne pas le tuer, car il veut encore aider sa sœur. Il lui dit de laisser son téléphone tranquille, car il envoie encore des messages B à sa sœur, qui est assez loin, et il ne veut pas perdre le contact. Mais avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, l'homme attaque de nouveau son téléphone avec le marteau. Aori lui dit de reculer, qu'il peut le frapper tant qu'il veut, mais l'homme répond qu'il se fiche de lui et veut juste détruire le téléphone au plus vite. L'intrus se calme un peu, affirmant qu'Aori parle comme un fou, car sa sœur est morte depuis plus d'1 mois. Aori ne peut accepter cette réalité et demande, si elle est morte, avec qui diable est-il en train de texter sur son téléphone ? Il s'avère que, l'Amérique ayant décidé d'attaquer le Venezuela sans aucune raison, son vol pour les États-Unis a été annulé, et sa santé s'est aggravée les jours suivants, entraînant son décès. Aori n'a pas pu accepter cette réalité et a même manqué les funérailles de sa propre sœur avant de s'enfermer chez lui. Il n'arrêtait pas de texter Akari sur son téléphone, la suppliant de répondre, quand un jour, après s'être gavé de malbouffe, il a vu le signe « lu » apparaître sur son message et a reçu une réponse d'Akari. Il n'en croyait pas ses yeux, mais Akari semblait être elle-même, connaissant toutes les choses que seule elle aurait pu savoir. Cela lui fit croire que la personne à qui il parlait était la vraie Akari, et il refusa d'écouter quiconque disait le contraire. Soudain, son téléphone se met à bugger, et le flux vidéo d'Akari apparaît. Elle commence à lui parler, les larmes aux yeux, lui demandant s'il allait bien. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'intrus lui arrache le téléphone et le fracasse avec son marteau, Aori étant trop lent pour le récupérer. À sa grande surprise, le téléphone ne se brise pas. Soudain, une étrange énergie menaçante émane de l'appareil, et Akari se matérialise juste devant lui, comme sorti du téléphone. Aori n'en croit pas ses yeux et tombe à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Mais bientôt, le visage d'Akari se tord et se transforme en un masque démoniaque, du sang coulant de ses yeux, tandis qu'elle devient un être démoniaque. L'intrus dit immédiatement à Aori de reculer, affirmant qu'elle n'est plus sa sœur. Il prétend que la personne à qui il parlait était un fantôme. Avant, les fantômes restaient piégés, là où les gens passaient en beaucoup de temps ou avaient des liens émotionnels forts, plages, hôpitaux, toilettes, salles de musique. Mais aujourd'hui, la plupart passent leur temps sur leur téléphone, et quand ils meurent, une part sombre de leur esprit reste coincée à jamais dans leurs appareils. Quand le compte de réseau social d'une personne décédée, aussi appelé compte mort, prend conscience, il devient un compte fantôme, et c'est ce à quoi ils sont confrontés. Il affirme que maintenant que son fantôme a été invoqué, il ne peut plus simplement détruire le téléphone, il doit détruire le fantôme lui-même. Mais comme c'est un fantôme numérisé, les armes normales ne fonctionneront pas. Ils doivent donc compter sur une arme spirituelle spéciale. C'est alors qu'il sort son téléphone, en invoque un marteau noir, et commence à tabasser le fantôme d'Akari. Aori a du mal à regarder tout ça, mais bientôt l'homme au marteau parvient à maîtriser le fantôme et se prépare à l'achever. Il lance son marteau vers le ciel et fait pleuvoir une volée de marteaux sur le fantôme qui le détruisent complètement. Sur ce, il se prépare enfin à exorciser le fantôme et sort un nouveau marteau pour en finir. Mais Aori ne peut pas le supporter, il attrape l'homme par derrière, le suppliant de la laisser vivre car il s'en fiche même si c'est un fantôme. L'homme au marteau lui dit de le lâcher et lui crie que tout le monde perd des êtres chers, mais qu'il faut avancer et perpétuer leur héritage. Cela donne au fantôme suffisamment de temps pour retrouver ses esprits, et il projette l'homme au marteau contre le mur, le laissant incapable de bouger. L'homme au marteau dit à Aori de fuir, mais Aori s'approche de sa sœur,
et tente de la raisonner. À son horreur, le fantôme n'est sa sœur que dans le sens le plus tordu. Il attrape Aori entre ses dents et commence à le mâcher comme un chewing-gum. Aori repense à sa vie jusqu'à présent et réalise que c'est lui qui a retenu l'esprit d'Akari dans ce monde. S'il meurt, son esprit sera automatiquement libéré. Mais juste à ce moment-là, il se souvient des mots de l'homme au marteau sur la perpétuation de l'héritage, il s'échappe de l'emprise du fantôme et parvient à matérialiser une arme depuis son téléphone, ce qui choque l'homme au marteau. Aori se prépare pour le combat final et poignarde sa propre sœur avec l'épée de flamme bleue qu'il possédait, ce qui exorcise le fantôme, laissant Aori inconscient au sol. Un peu plus tard, des gens de l'académie d'où venait l'homme au marteau arrivent pour tout inspecter et demandent comment diable Aori a vaincu le fantôme de sa propre sœur. Le jeune homme au marteau rapporte qu'Aori possède une épée de flamme. Leur chef prétend que ce n'est pas grand-chose, mais l'homme au marteau révèle alors que son épée était en fait bleue. Cela les choque tous, et le chef leur dit immédiatement qu'ils emmènent Aori avec eux à l'Académie Méden, et que sa survie, son apprentissage ou sa mort dépendront de lui. Quand Aori se réveille enfin le lendemain matin, il se retrouve dans une étrange pièce qu'il suppose être un hôtel. Il ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé la nuit dernière, et pense qu'il a fait un mauvais rêve où sa sœur est morte et s'est transformée en fantôme. Puis un homme au marteau est apparu de nulle part, et enfin, il a dû tuer le fantôme de sa sœur avec ses pouvoirs spéciaux. Il pousse un profond soupir, le cauchemar était fini. Mais au moment où il se retourne, il aperçoit l'homme au marteau, buvant tranquillement du thé derrière lui. Aori demande aussitôt où diable il est, et s'ils ont dormi dans le même lit. L'homme au marteau répond qu'il n'est pas de ce bord-là. Alors Aori l'interroge sur Akari, si tout ce dont il se souvient est la vérité d'hier, et ce qui est arrivé à sa chère sœur. L'homme au marteau ne répond pas, ce qui en dit long. Il rend simplement le téléphone d'Aori, qui cherche aussitôt sa sœur, pour découvrir qu'aucun compte à ce nom n'existe plus. L'homme au marteau l'informe que les comptes morts sont le résultat d'un compte de réseau social d'une personne décédée, possédée par un fantôme. Donc, quand le fantôme est exorcisé, les comptes morts disparaissent automatiquement. Aori a le cœur brisé et demande s'il ne pourra plus jamais parler à sa sœur. L'homme au marteau répond que c'est un peu de notoriété publique que les morts ne parlent pas. À sa surprise, Aori prend la nouvelle étrangement bien. Il sourit, affirmant que ce n'est pas grave si sa sœur est morte, puisque la maladie ne l'a lâché de toute façon pas. Il affirme avoir promis à sa sœur de prendre soin de lui, alors il ferait mieux de s'y mettre. Ça ne sert à rien de pleurnicher et de s'attrister pour quelque chose qu'on ne peut pas changer. L'homme au marteau répond qu'il est évident qu'Aori essaie juste de faire bonne figure, et il se présente enfin comme Coucou. Il commence à sortir de la pièce et dit à Aori de le suivre. Il s'aventure dehors, et Aori pense qu'ils sont dans un hôtel très chic. Mais Coucou répond qu'ils sont à l'Académie Méden, une école d'exorcistes. Aori n'arrive pas à croire que cet endroit super luxueux soit une école, et affirme que leur chambre ressemblait à une suite nuptiale. Mais Coucou répond que c'était sa propre chambre, car tous les élèves vivent sur le campus. Il affirme que l'école a été construite exprès pour ressembler à un hôtel thermal, afin de souligner que les étudiants de cet établissement purifient le monde du mal. Alors qu'il traverse le campus, un blondinet passe devant Coucou, et se moque de lui pour avoir loupé le coche la nuit dernière, et failli se faire tuer. Coucou l'ignore, et continue. Le blondinet rejoint son groupe d'amis, où ils commencent à parler de la nouvelle recrue et de son passé de youtubeur Rajbet. L'un des membres du groupe a affirmé détester les youtubeurs Rajbet, plus que tout, car ils sont aussi agaçants que Jake Paul lui-même. Mais la fille aux cheveux bleus du groupe a eu un coup de cœur pour Aori, le trouvant plutôt beau gosse. Cucu fait faire à Aori le tour complet de l'école, de la cafétéria aux boutiques, en passant par la réception et même les sources chaudes, mais Aori n'arrive pas à croire que c'est une école, et continue de penser que c'est une blague, juste un hôtel. Une fois dans la source chaude, Aori réalise que ses blessures semblent guérir à une vitesse fulgurante. La nature apaisante de la source commence à détendre son corps, ce qui l'effraie. Il pourrait se mettre à pleurer sa sœur s'il n'y prend pas garde. Il se met aussitôt à s'asperger le visage d'eau pour sortir de ce mode de relaxation, tandis que Coucou se demande où est le chef. À leur surprise, le chef, nommé Zaki, surgit soudain de l'eau, son machin se balançant allègrement. Il affirme être un moine et aussi un professeur ici, et serre la main d'Aori. Une fois dans la pièce, ils s'habillent tous, sauf Zaki, qui s'étire dans une serviette. Coucou lui dit qu'il a fait visiter le campus à Aori comme on le lui a ordonné, et demande s'il peut partir. Zaki dit à Coucou de ne pas prendre ça comme une corvée et d'en profiter, mais Coucou affirme que c'est une punition pour avoir foutu en l'air la nuit dernière, car il déteste les youtubeurs Rajbet autant que n'importe qui. Zaki l'ignore complètement,
et se tourne vers Aori, lui demandant s'il est prêt à s'inscrire à cette école et à devenir exorciste. Aori est un peu abasourdi au début, mais se met ensuite à rire avec Zaki, pensant que c'est une sorte de blague, tandis que Coucou demande si Zaki essaie de remuer le couteau dans la plaie. Zaki dit à Coucou qu'il invite Aori de bonne foi, car il a éveillé ses pouvoirs la nuit dernière, et peut être un atout pour l'école. Aori est un peu confus à propos des pouvoirs. Alors Zaki explique que la profession d'exorciste remonte à des millénaires, où les exorcistes sont en bataille constante contre les esprits malveillants. Il affirme que les exorcistes emploient des techniques spéciales pour libérer l'énergie spirituelle, connue sous le nom de psychokinésie. Mais tout a connu une évolution majeure, après l'introduction d'Internet, il y a quelques décennies, transformant le cyberespace en un terreau fertile pour ces esprits et ces fantômes. Ils ont commencé à se matérialiser via les réseaux sociaux, plongeant les exorcistes dans la panique, car leur technique séculaire était inutile contre ces contes fantômes. Pendant que Zaki expliquait tout, Aori décide qu'il s'en fiche royalement. Il s'étire avant de quitter la pièce et vérifie sur Google Maps où il se trouve et s'il y a des sites touristiques à visiter avant de rentrer chez lui. Zaki l'arrête aussitôt, lui demandant pourquoi diable il s'enfuit, et s'il n'est pas curieux de ses propres capacités et de ce qui s'est passé hier. Aori répond qu'il ne veut absolument rien savoir, ni s'impliquer dans cette histoire de fantômes et d'exorcistes. Il affirme vouloir simplement reprendre sa vie, trouver un travail normal, manger sainement tous les jours et dormir à l'heure si possible. Il ne relancera jamais sa chaîne YouTube, car la seule raison de tout ce ragebaiting était de gagner assez d'argent pour aider sa sœur avec son traitement. Mais elle n'est plus dans sa vie. Il n'a aucune raison de relancer sa chaîne ou de montrer son visage sur les réseaux sociaux. Il affirme être complètement vide à l'intérieur et aimerait passer du temps seul, à siroter un bon thé boba. Sur ce, il commence à partir, mais Zaki le rattrape et lui demande s'il n'est pas curieux de savoir ce qui est réellement arrivé à sa sœur et qui est responsable de sa mort. Cela attire immédiatement son attention. Il se retourne pour faire face à Zaki, qui sourit, affirmant que sa sœur n'est pas morte uniquement à cause de sa condition médicale, qui était stable depuis tant de mois. Il affirme que sa sœur a été assassinée par un conte fantôme, très puissant. Le visage d'Aori s'assombrit alors qu'il se souvient du plaidoyer de sa sœur, qui le suppliait de l'aider sur son lit de mort. Incapable de respirer correctement, Zaki affirme que le conte fantôme, celui qui a causé la mort de sa sœur, s'en prend toujours aux personnes ayant des liens indéfectibles avec ce monde. Et à chaque fois que ses victimes trépassent, elles versent des larmes de sang, exactement comme sa sœur l'a fait en rendant l'âme. Furieux, Aori demande où diable se trouve cette chose à l'instant même. Zaki lui rétorque « Et qu'est-ce que tu ferais, bon sang, même si je le savais ?» Aori répond qu'il va tuer ce conte fantôme de sang-froid. Mais Zaki, lui, se contente de sourire, se moquant ouvertement de lui, affirmant qu'il est incapable de quoi que ce soit, car il est bien trop faible. Cela met Aori hors de lui, au-delà de toute mesure, et il envoie un puissant direct du droit vers Zaki, qui est intercepté par Coucou au dernier moment. Aori intime à Coucou de dégager de son chemin, là, tout de suite, car il va démolir ce moine prof idiot qui prétend tout savoir de lui, et bien plus encore. Coucou rétorque qu'il est peut-être un idiot de professeur, mais il n'en reste pas moins son maître. Zaki leur dit à tous de se calmer, et propose si Aori parvient à vaincre Coucou avec son niveau de puissance actuel, alors il reconnaîtra la force d'Aori et lui révélera absolument tout ce qu'il sait sur ce fameux conte fantôme, celui-là même qui fut responsable de la mort de sa sœur. Coucou semble carrément ravi de cette proposition, car il rêvait depuis longtemps de botter les fesses d'un youtubeur provocateur. Il sort aussitôt son marteau de son téléphone, un grand sourire aux lèvres. Mais Aori, lui, n'en a cure et se jette immédiatement sur Zaki, encore une fois. Mais Zaki parvient à esquiver et se met à courir, hurlant à Aori de se battre avec Coucou, pas avec lui. Tandis qu'Aori le poursuit, clamant qu'il n'est pas là pour ses jeux à la con, car la personne qu'il aimait le plus au monde, dans ce putain de monde, a été lâchement assassinée. Avant qu'il ne puisse rattraper Zaki, Coucou le frappe violemment dans le dos, le projetant au sol. Il lui intime de la fermer, car sa petite mésaventure ne le rend pas spécial du tout. C'est, figurez-vous, une histoire des plus banales dans cette académie. Coucou comprend qu'Aori ne se battra pas si facilement contre lui. Alors il décide de provoquer le provocateur en affirmant que le frapper avec son marteau était une sensation encore plus exquise que de frapper sa sœur la nuit dernière. C'en fut amplement assez pour mettre Aori en rogne. Il se relève d'un bond et dit à Zaki qu'il obtiendra tous les détails de sa part une fois qu'il aura botté les fesses de cet idiot au marteau. Sur ce, Aori se précipite immédiatement sur Coucou et tente de lui asséner un coup de coude. Mais Coucou parvient à bloquer l'attaque avec son marteau et le repousse. Cette commotion attire tous les étudiants qui passèrent par là, et ils s'arrêtent pour observer le dénouement de ce combat. Aori se jette immédiatement pour un autre coup de poing, mais Coucou l'esquive, ainsi que le direct suivant qu'Aori lui assène.
Kyo, la fille gothique, affirme que ça ressemble à s'y méprendre à un drama coréen, où elle est contrainte de regarder un provocateur et un idiot au marteau qui se prend pour le roi du monde. Kyo, l'étudiante marionnette, rétorque que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir le youtubeur provocateur se battre en chair et en os. Ren est également impressionné par les capacités d'Aori, car ce n'est pas tout le monde qui pourrait tenir tête à Coucou dans une bagarre. Imo est la seule personne qui souhaite réellement arrêter le combat, car elle sait que ça ne peut absolument pas bien se terminer. De retour au combat, Coucou frappe Aori avec un autre coup de marteau. Mais Aori n'est pas une mauviette et parvient à absorber les dégâts grâce à sa garde. Il réalise cependant que les coups sont d'une force redoutable et qu'un seul faux pas pourrait bien lui coûter le combat. Aori décide de prendre du recul et esquive pour créer un peu de distance. Mais Coucou lance son marteau et frappe Aori en plein visage. Cette commotion attire également l'attention d'autres professeurs qui commencent à s'assembler, et même le directeur arrive pour voir ce que tout ce raffut signifie. L'un des professeurs dit au directeur qu'ils doivent arrêter le combat sur le champ et expulser Aori de cette académie, car ses rapports ne sont pas bons, d'après ce qu'il a pu lire. Le directeur lui rétorque de fermer son clapet et de se contenter de regarder. Coucou dit à Aori qu'il savoure chaque instant de cette raclée qu'il inflige à un provocateur. Aori hurle à nouveau qu'il n'a fait ça que pour sauver sa sœur. Coucou n'est cependant pas convaincu et le frappe au visage, affirmant qu'il y avait d'autres moyens de gagner de l'argent, et qu'il a juste fait ça parce que c'était facile, et qu'il y prenait un malin plaisir. Aori cesse de se défendre, et Coucou parvient à le marteler encore et encore avec son marteau, avant d'utiliser l'une de ses attaques spéciales. Celle-ci convertit son marteau en de multiples copies qu'il projette toutes sur Aori, le terrassant au sol, impuissant et complètement vaincu. Zaki apparaît au-dessus de lui et sourit, affirmant qu'Aori est un battant coriace, certes, mais face à Coucou et ses pouvoirs, c'est comme amener un couteau dans une fusillade. Sur ce, il guide Aori pour qu'il sorte son téléphone et canalise son énergie magique, afin de rééquilibrer un peu le terrain de jeu. Aori suit ses instructions et sort son téléphone. Immédiatement, une flamme bleue jaillit, choquant absolument tous les observateurs, y compris les professeurs. Zaki, lui, affirme qu'il n'avait presque pas cru Coucou la veille, quand il avait parlé d'une flamme démoniaque bleue. Zaki rappelle à Coucou de ne surtout pas toucher la flamme. Aori, un peu confus, se demande pourquoi tout le monde agit avec autant de peur. Zaki dit alors à Aori de ne pas s'inquiéter et de simplement essayer de l'utiliser. À la surprise générale, Aori tente d'utiliser la flamme sur ses pieds, ce qui lui confère une vitesse absolument prodigieuse, mais en courant vers Coucou, il finit par trébucher et s'étale de tout son long. Même Zaki est stupéfait, car Aori était bien trop rapide pour qu'il puisse le voir correctement, et il aurait pu mettre fin au combat s'il avait réussi à se contrôler. Aori n'a pas encore dit son dernier mot, et il se précipite sur Coucou une fois de plus, le déroutant complètement par sa vitesse. Il manque de peu de lui asséner un coup de poing, qui laisse une traînée de sang sur les joues de Coucou. Cela agace Coucou, qui commence à balancer son marteau sur Aori. Ce dernier esquive tout, mais juste au moment où il pense pouvoir vaincre Coucou, il est complètement dépassé. Un Coucou furieux augmente la taille de son marteau, car voyez-vous, il est du genre à voir grand, pas à faire dans la dentelle, et il manque de pulvériser Aori en 1000 morceaux. Aori esquive de justesse, mais Coucou lance une autre attaque, qui aurait sans aucun doute été la fin d'Aori. Mais Zaki s'interpose, et d'un simple coup d'éventail, il dévie l'attaque, disant à Coucou qu'il est allé bien trop loin cette fois-ci. Sur ce, il se tourne vers Aori et s'excuse de l'avoir mis dans tous ses états. Mais Aori s'excuse à son tour, et supplie Zaki de l'admettre à l'académie, afin qu'il puisse retrouver le meurtrier de sa sœur. Zaki sourit en voyant enfin les vraies larmes d'Aori couler, et l'accepte formellement au sein de l'académie Miden. Peu de temps après, Zaki donne à Aori ce qu'il désire. Il lui montre une vieille vidéo d'une équipe d'exorcistes en mission pour effacer un fantôme de l'existence. Ils paniquent en découvrant un corps sans vie gisant dans un coin. Ils aperçoivent un smartphone devant le corps et un fantôme en émerge. Le chef des exorcistes utilise son propre téléphone pour scanner le fantôme et obtenir plus de détails à son sujet. Il apprend alors qu'il possède déjà des informations le concernant dans leur base de données. Cependant, à l'instant même où l'information devient disponible, l'exorciste chauve intime à son équipe de fuir sur le champ. Malheureusement, le fantôme ne leur en laisse pas la moindre chance et les tue instantanément avec une flamme bleue et ardente. Zaki révèle à Aori que ce conte fantôme se nomme Sad Boyka. Ils ignorent qui il était lorsqu'il était une personne réelle. Cependant, la seule chose dont ils sont absolument certains, c'est qu'il est incroyablement puissant et l'ennemi public numéro 1 de tous les exorcistes. Mais plus important encore, c'est ce conte fantôme qui a assassiné la sœur d'Aori. Aori est sous le choc en entendant cela, et encore plus lorsqu'il réalise que ce fantôme utilise exactement les mêmes flammes bleues que lui. Zaki lui explique que la capacité de Sad Boy est appelée la flamme démoniaque. C'est une capacité maudite qui dérobe la force vitale de quiconque elle touche. Aori voit les visages des victimes et les larmes de sang coulant de leurs yeux, ce qui est exactement ce qui est arrivé à Akari. Il demande à Zaki comment il peut bien avoir la même capacité que l'homme qui a tué sa sœur. Zaki répond qu'il n'en a absolument aucune idée non plus, ce qui ne fait que soulever encore plus de questions dans l'esprit d'Aori. Il commence à devenir nerveux à l'idée d'avoir utilisé une capacité aussi mortelle contre Coucou. Zaki rit et dit que c'est une bonne chose que personne ne soit mort. Aori demande alors comment il fait pour rester en sécurité lorsqu'il est entouré de ces flammes mortelles. Zaki lui rétorque
Est-ce qu'un serpent est déjà mort de son propre poison? Tout cela est bien trop pour qu'Aori puisse le digérer. Il dit à Zaki qu'il doit rentrer chez lui et prendre quelques jours pour se calmer et internaliser cette nouvelle vie qui s'offre à lui. Cependant, Coucou et d'autres élèves de la classe 1B arrivent à ce moment précis et lui disent qu'il n'est absolument pas question qu'ils partent maintenant. Zaki les présente à Aori comme étant ses élèves et demande à tout le monde de bien s'entendre avec leurs nouveaux camarades de classe. Mais Coucou commence immédiatement à le provoquer, disant que personne ne veut être camarade de classe avec un type dont les flammes pourraient les tuer facilement. Mais bon, ils sont obligés de le surveiller pour qu'il ne se transforme pas en vilain. Cucu qualifie toute cette situation de véritable tas de merde enflammée, mais alors, un blondinet nommé Ren le pousse sur le côté et se présente à Aori. Il lui dit de ne pas trop faire attention à Coucou car, en fait, c'est un type plutôt sympa, une fois qu'on apprend à le connaître. Après cela, une poupée parlante nommée Hajime s'avance et dit à Aori que Coucou est juste furieux parce qu'il lui a porté un coup. Aori panique en voyant la cousine d'Annabelle, mais elle lui dit qu'elle stream des jeux en direct et qu'il devrait m'en faire une collaboration un de ces jours. Ren dit immédiatement à Aori de se préparer pour un selfie, tandis que le reste de ses camarades de classe observent ces gens chaotiques vivre leur vie. Sur ce, Zaki dit à Aori qu'il doit passer un dernier test avant de devenir un exorciste à part entière. Un vrai de vrai. Il l'emmène dans la salle d'entraînement où un appareil doré est prêt à mesurer ses capacités de combat. Zaki dit à Aori que s'il réussit ce test, il sera envoyé sur le terrain en tant qu'exorciste et il finira par croiser la route de Sad Boy K tôt ou tard. Aori est galvanisé à l'idée d'affronter le meurtrier de sa sœur et il dit à Zaki de lancer le test. Zaki appuie sur un bouton et deux Jenny Rose surgissent de la lampe dorée. Zaki explique à Aori que ce sont des esprits artificiels utilisés pour entraîner les exorcistes et qu'il doit en vaincre 100 s'il veut réussir l'épreuve. Il le met en garde de ne surtout pas sous-estimer ces esprits artificiels. Mais Aori est confiant, persuadé de pouvoir vaincre n'importe quel ennemi. Il sort son épée de flamme bleue de son smartphone et se débarrasse en un clin d'œil du premier esprit qui l'attaque. Mais Zaki met fin au test sur le champ. Aori lui demande pourquoi il a arrêté, et il comprend la réponse l'instant d'après. Il commence à avoir le vertige et perd l'équilibre. Zaki lui dit alors de regarder la batterie de son téléphone, car elle est synchronisée avec son pouvoir spirituel. La batterie a atteint 0, ce qui signifie qu'Aori a épuisé absolument tout son pouvoir spirituel, et qu'il est désormais aussi inutile qu'un téléphone en panne sèche. Aori s'effondre sur ses mots. Quand il se réveille, il découvre tout le monde en train de prendre un dîner raffiné, à la manière traditionnelle japonaise. Zaki lui explique qu'il était déjà épuisé après son combat contre Coucou, et que ce test n'était qu'une mise en scène pour lui faire expérimenter ce que l'on ressent quand on tombe en panne de batterie. Aori comprend enfin. Mais ce qui le trouble, c'est qu'il est déjà l'heure du dîner, alors qu'il n'était pas évanoui depuis si longtemps. Zaki lui explique qu'une fois sa batterie à plat, il restera inconscient pendant environ 5 heures, et durant tout ce temps, il ne se réveillera quoi qu'il arrive. Sur le terrain, cela le ferait tuer, et même s'il survit, il entraînerait son équipe vers le bas s'il finissait en légumes. Aori sent qu'il a bien trop de choses à apprendre, mais Zaki lui demande de ne pas être déçu d'avoir terminé si rapidement, car cela ne fait que démontrer à quel point sa capacité est puissante. Aori se sent toujours abattu par cela, et Zaki lui dit de manger pour reprendre des forces. Il lui annonce que le grand test aura lieu dans une semaine et qu'il n'aura qu'une seule chance. Il ne doit donc absolument pas échouer, sinon il sera capturé et torturé. Aori est horrifié par cette révélation. Zaki ajoute que beaucoup de gens ici pensent qu'il doit être lié à Sad Boy, qui a tué d'innombrables exorcistes, et ils veulent désespérément se venger de lui. Si Aori échoue à devenir exorciste, il sera étiqueté comme un danger et traité en conséquence. Il doit donc travailler d'arrache-pied et réussir ce test. Sur ce, tout le monde se dirige vers ses chambres, et Aori demande à Coucou où se trouve la sienne. Coucou lui dit de ne pas être stupide, car ils ne vont absolument pas laisser une bombe à retardement comme lui sans surveillance. Aori va donc partager une chambre avec Coucou, qui n'est d'ailleurs pas du tout ravi de cette perspective. Mais quelqu'un doit bien prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Soudain, Aori se met à le fixer avec une expression insatisfaite sur le visage. Coucou pense alors qu'il n'est tout simplement pas content de partager la chambre avec lui. Cependant, Aori s'incline profondément devant lui et le supplie de l'entraîner afin qu'il puisse réussir le test dans une semaine. Coucou crache son thé en entendant cela et demande « Quel genre de provocateur s'incline ainsi devant un type qu'il a battu ?» Aori lui répond qu'il n'a aucune fierté et qu'il accepte que Coucou soit bien plus fort que lui, il a donc besoin de son aide. Coucou est pris de court par tant d'humilité et lui dit qu'il allait l'entraîner de toute façon, car Zaki lui avait expressément ordonné de le faire. Plus tôt, lorsqu'Aori s'est évanoui dans la salle d'entraînement, Zaki avait dit à Coucou qu'il devrait l'entraîner. Coucou était vraiment contre cette idée, car il déteste les provocateurs du plus profond de son cœur, et Aori en était un, justement. Zaki lui avait simplement dit que ce serait la meilleure chose, non seulement pour Aori, mais aussi pour Coucou, et finalement il avait accepté l'ordre. Maintenant, alors qu'ils se brossent les dents côte à côte, comme un couple qui vient tout juste d'emménager, Coucou espère secrètement qu'Aori est un lâche qui aura peur du test et s'enfuira. Le lendemain, Aori défie à nouveau les Jenny Rose et sa batterie se vide à une vitesse fulgurante. Coucou lui dit qu'il y va à fond dès le début et lui conseille de mieux maîtriser son pouvoir
de le retenir davantage. Aori n'a absolument aucune idée de comment s'y prendre. Et Coucou lui dit d'imaginer quelque chose, comme réduire la flamme d'un briquet, ou bien éteindre un feu de camp, mais s'il peut imaginer quelque chose de plus unique et personnel, cela fonctionnera encore mieux. Aori n'y parvient pas. Et finalement, il s'effondre après avoir vaincu 35 esprits d'entraînement. Le lendemain, Ren, Hajime et l'autre blondinet décident d'aller voir les progrès d'Aori. Ils sont impressionnés qu'il puisse atteindre la trentaine si facilement, alors qu'il ne s'est éveillé qu'il y a 2 jours. Cependant, il s'effondre au 31e esprit. Alors, le lendemain, il a une idée pour le moins original. Il se gaffe de caféine pour ne surtout pas s'endormir. Mais même ainsi, il ne parvient à vaincre que 41 mannequins d'entraînement. Le jour suivant, il devient plus efficace et vainc 49 mannequins. Même la gothique stylée décide d'aller voir ce qu'il fabrique. Quoi qu'Aori fasse, il ne parvient même pas à franchir la barre de la moitié, et Coucou ne cesse de lui répéter d'imaginer quelque chose qui l'aiderait à contrôler son pouvoir. Même à la fin du 6e jour, Aori n'a fait absolument aucun progrès. Il décide alors de se distraire de tout cela en mangeant quelques brioches farcies. Coucou lui demande comment il peut être aussi insouciant alors que le grand test est pour demain. Parce que Zaki ne mentait absolument pas quand il disait que les gens ici allaient le torturer et le tuer s'il échouait. Coucou se met à prendre une pause intimidante en disant à Aori qu'il ne restera plus que des os quand les gens en auront fini avec lui. Et cela rappelle soudainement quelque chose à Aori. Il dit qu'il doit rentrer chez lui immédiatement. Coucou pense alors qu'il va enfin se dégonfler juste avant l'événement principal. Cependant, Aori est seulement préoccupé par le fait d'avoir laissé la porte de sa chambre ouverte quand Coucou l'a attaqué, et les photos et les restes d'Akari sont à découvert. Il craint qu'un pervers ne tente de les dérober. Mais Coucou, lui, pense que ce n'est qu'une simple excuse pour prendre la fuite. Aori lui assure qu'il ne va absolument pas s'enfuir, car son unique but dans la vie est de venger sa sœur. Le lendemain, c'est l'heure de son test final, et absolument tout le monde de l'école s'est rassemblé pour y assister. Les professeurs qui détestent Aori pour ses capacités sont certains qu'il échouera, et qu'ils se débarrasseront de lui. Il lance le test, avec un sourire narquois et mesquin sur le visage. Aori commence à vaincre rapidement les esprits artificiels avec son épée de flamme, mais il ne parvient toujours pas à contrôler sa puissance, et sa batterie tombe à 30% avant même qu'il n'ait vaincu 30 de ses esprits. Ses camarades de classe l'encouragent à faire de son mieux. Mais alors, quelque chose se brise en Coucou, et il se met à démolir ses camarades de classe se retournent contre lui et lui demandent « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Mais Coucou continue de provoquer un provocateur professionnel, un sourire suffisant et narquois sur le visage. Bientôt, les gens qui détestent Aori se joignent également à la meute et commencent à le maudire bruyamment. Ils lui disent donc de se dépêcher d'échouer, et vite, mais Aori continue de vaincre les esprits artificiels tout en endurant leurs insultes. Tout cela lui rappelle l'époque où il a commencé à créer du contenu provocateur, et les commentaires négatifs qu'il recevait le terrifiaient à mort. Il a même songé à abandonner. Mais chaque fois qu'il voyait sa sœur tousser du sang, il réalisait que rien, absolument rien, ne pouvait le terrifier plus que cela. Il était prêt à faire n'importe quoi pour gagner suffisamment d'argent afin de la soigner. Ce moment l'a aidé à maîtriser ses émotions. Aori est désormais capable d'utiliser ce même sentiment pour canaliser son pouvoir de manière appropriée. Son épée de flamme devient plus petite et plus tranchante, et il parvient à vaincre 100 mannequins d'entraînement sans s'évanouir. Personne n'en croit ses yeux en voyant cela. Mais Zaki, lui, réalise la brillance du plan de Coucou. Coucou a délibérément monté la foule contre Aori, le laissant ainsi entrer dans le bon état d'esprit d'un provocateur. Et c'est précisément comme cela qu'il a pu contrôler son pouvoir. Cependant, le type aux cheveux longs, celui qui déteste le plus Aori, ne peut absolument pas digérer ce résultat. Et il active la machine à nouveau, invoquant la version la plus puissante des mannequins de test. Par une étrange coïncidence, Aori n'était pas non plus satisfait d'avoir réussi les tests, et il libère son côté sauvage en démolissant également les esprits les plus forts. Il finit par vaincre 161 esprits, et c'est alors que la machine tombe, en panne d'énergie. Tout le monde est stupéfait, car Aori vient de battre le record du plus grand nombre d'esprits vaincus lors d'un test. Et Zaki se félicite d'avoir eu la brillante idée d'associer Aori à Coucou. Le lendemain, Aori commence officiellement l'école, et il est choqué de réaliser qu'ils doivent aussi étudier des matières tout à fait normales, voire un peu barbantes. Une fois le cours terminé, Ren lui dit de ne pas hésiter à demander de l'aide s'il se sent un jour bloqué, et il s'empresse immédiatement de prendre un selfie. Hajime arrive pour le selfie suivant et demande au blondinet Imo de se joindre à eux également. Tandis qu'Imo explique qu'il est un peu timide devant la caméra, Aori commence à se demander quelles capacités chacun d'entre eux possède. Hajime dit qu'elle est ravie qu'il n'ait pas été torturé, et Aori répond que c'est entièrement grâce à Coucou. Il se retourne pour le remercier comme il se doit, mais Coucou est furieux après avoir vu Aori devenir complètement fou la veille. Il l'accuse d'être un autre provocateur, un de ceux qui prospèrent quand les gens sont en colère contre eux. Aori dit que ce n'est pas du tout comme ça, mais alors, la gothique Yuru leur dit à tous les deux de la fermer. Elle affirme que quiconque possède des capacités offensives a forcément une personnalité exécrable. Et cela inclut Coucou aussi, bien sûr. Coucou est offensé que Yuru les ait mis, lui et Aori, dans la même catégorie. Il lui dit de retirer immédiatement ses paroles, et ils commencent à se dire mutuellement d'aller se faire voir. Juste à ce moment-là,
Zaki arrive pour leur annoncer qu'il a une mission pour eux. Et il va laisser Aori faire ses premières armes avec cette mission-là. Il se demande ensuite qui envoyer avec lui, car l'exorcisme, c'est avant tout une question de travail d'équipe. Dès qu'il voit Coucou et Yuru encore en train de se chamailler, il a une idée lumineuse. Les mettre dans la même équipe. Cette nuit-là même, Aori, Coucou et Yuru sont envoyés en mission dans un van. Ils arrivent bientôt dans ce qui semble être un studio photo ou quelque chose du genre. Ils se demandent pourquoi diable ils sont là. Quand soudain, un homme blond les approche discrètement, accompagné d'une secrétaire vraiment très sexy, et commence à leur parler. Il dit à Aori que c'est ici qu'ils devront commencer à travailler, et lui demande s'il connaît quoi que ce soit à propos de ces pôles technologiques. Aori est confus, et demande « Mais qui diable êtes-vous » C'est alors que le blondinet révèle qu'il n'est autre que Zaki lui-même, sous un déguisement car il se fait bien trop remarquer dans ses habits de moine. Il s'apprêtait à leur expliquer la mission, quand soudain 3 jeunes femmes s'approchent de Zaki, le trouvant beau et grand. Zaki est un peu surpris, même dépassé, quand elle lui demande son numéro et l'invite à dîner. Zaki tente de marmonner qu'il est moine, ayant renoncé aux choses matérielles, mais certaines choses matérielles ne changent jamais. Il observe les personnalités, bien juteuses des filles, et fond, tandis qu'elle l'emmène dîner, et pour un peu de cardio plus tard. Aori pense à ceux qui meurent de soif, pendant que d'autres se noient dans un fleuve de l'Himalaya. La secrétaire canon, Keiko, arrivée avec Zaki, réalise qu'elle va devoir tout gérer et dit aux étudiants d'écouter très attentivement. Elle affirme qu'ils ont commencé à capter des signaux d'esprit il y a 1 heure, depuis le bâtiment de la caméra à cochon, où un client a été gravement blessé. Elle pense qu'il pourrait avoir affaire à un groupe de contes fantômes ici. Ça perturbe Aori, qui demande si les contes morts grouillent comme des abeilles, mais Coucou lui explique que les contes fantômes sont des êtres numériques, ils doivent genre se recharger périodiquement, sinon ils cessent d'exister, tout simplement. C'est pourquoi les magasins d'électronique deviennent inévitablement des points chauds d'activité paranormale. Avant qu'Aori ne puisse digérer tout ça, Yuru s'exclame, furieuse, exigeant de savoir pourquoi elle est dans la même équipe que ces 2 nuls, se sentant personnellement agressée. Coucou se fiche de ses remarques, mais Aori tente de se défendre, affirmant que Coucou est un bizarre. Lui par contre, est tout ce qu'il y a de plus normal, rien à voir avec Coucou, vraiment. Yuru lui dit de la boucler, car les gars normaux ne rient pas quand ils pètent un câble. Elle regarde ensuite son téléphone, réalisant que son streamer préféré va bientôt commencer, et si elle ne lui envoie pas des tonnes de super chats, il finira par l'oublier. Aori est perplexe face à ce comportement, elle devrait se soucier de la mission, pas de son streamer. Yuru lui dit de fermer son clapet, car elle n'a jamais voulu être exorciste de toute façon. Mais Kiko l'interrompt, leur disant à tous de se concentrer sur la mission. Elle leur explique qu'ils doivent donc se débarrasser de tous les esprits dans le bâtiment et que tous les clients et employés ont déjà été évacués, donc ça ne devrait pas poser de problème. De plus, selon leurs données, seuls des comptes de bas niveau sont actuellement dans le bâtiment, donc ils ne devraient pas avoir de soucis à les gérer, mais elle leur dit de rester vigilants et de surveiller leurs arrières en permanence. Bientôt, ils entrent dans le magasin, complètement désert. Aori trouve ça étrange, il n'a jamais vu un magasin d'électronique aussi vide. Mais Yuru lui dit de se dépêcher, elle veut en finir avec cette farce au plus vite et rentrer chez elle. Aori est un peu nerveux et sursaute, alors il dit à Yuru d'être plus prudente et moins désinvolte. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un fantôme apparaît derrière Yuru et tente de la toucher. La voix d'Aori se coince dans sa gorge, paniquée, mais Yuru ne bronche pas. Esquive l'attaque avec aisance, sort son téléphone et active sa capacité spéciale, qui transforme sa main en une étrange arme effrayante. Elle l'utilise aussitôt pour tirer une substance gluante sur l'esprit, qui se retrouve piégé et immobilisé. Aori est impressionné par cette étrange capacité, mais Coucou lui dit de ne pas trop s'approcher d'elle, car c'est une harceleuse certifiée. Il affirme qu'elle est une fan inconditionnelle d'un groupe de K-pop, et qu'elle entretient une relation parasociale avec l'un des membres. Il prétend qu'elle le suit partout, aime toutes ses photos, zoome dessus pour trouver le moindre détail qui lui donne une idée de l'endroit où il se trouve, et elle vérifie même les reflets dans ses yeux pour s'assurer qu'aucune femme n'est près de lui. Elle a aussi d'innombrables comptes créés pour contourner les bannissements qu'elle reçoit constamment pour son comportement flippant. Coucou lui dit de ne pas devenir trop ami avec elle, car c'est une psychopathe délirante de première classe, une vraie sangsue. Yuru entend tout ça, et leur dit de ne pas appeler l'homme qu'elle aime un simple membre de K-pop. Elle affirme qu'il s'appelle Kiriyo, et qu'elle n'est pas une harceleuse dans une relation parasociale. Son amour est le plus pur qui soit, et personne ne peut se mettre entre eux. Sur ce, l'esprit qu'elle a capturé explose, et la substance gluante lui revient. Coucou affirme que, preuve à l'appui, Yuru est une cinglée, et que les capacités et compétences d'un exorciste dépendent énormément de la façon dont il utilise son téléphone. Cela lui fait soudain réaliser que s'il a des pouvoirs de feu,
C'est parce qu'il est un rage baiter qui a passé son temps et son téléphone à énerver les gens. Avant qu'il ne puisse bien comprendre le concept, Yuru se tourne vers lui et lui tire sa substance gluante dessus. Il est choqué, incapable de bouger, mais il s'avère qu'il y avait un esprit derrière lui que Yuru a stoppé. Et sans un mot, Coucou intervient aussi avec son marteau, détruisant ce fantôme, après quoi ils se tiennent dos à dos, prêts à affronter les autres. Aori est choqué. Il y a un instant, Coucou et Yuru se crépaient le chignon. Mais soudain, ils agissent avec une telle synergie qu'on dirait les meilleurs amis du monde. En les voyant détruire des fantômes, ils réalisent qu'ils ont dû faire ça des milliers de fois. Et après avoir travaillé ensemble en équipe si longtemps, ils n'ont plus besoin de réfléchir au mouvement ou à la position de l'autre. C'est là qu'ils réalisent pourquoi le travail d'équipe est si crucial dans cette profession. Soudain, un fantôme apparaît derrière Yuru et Coucou, alors sans hésiter, Aori saute entre eux, les manquant de peu, et saisit sa flamme, détruisant l'esprit en un instant. Il se tourne vers eux en souriant, affirmant qu'il sait ce qu'est le travail d'équipe. Mais au lieu d'être félicité, ils lui disent d'être plus prudent, car il aurait pu facilement les tuer avec sa capacité. Pendant qu'ils se chamaillaient, 2 voleurs semblent-ils s'être introduits dans le magasin et volent rapidement tout ce qu'ils peuvent, pensant avoir fait le coup du siècle puisqu'il n'y a pas une âme dans le magasin. Mais alors qu'ils s'affairaient à tout mettre dans un sac, l'un des voleurs chauves est projeté par un fantôme, et quand l'autre lève les yeux, il est horrifié de voir un fantôme géant qui tient le chauve dans sa main aux longs ongles. Dans l'autre partie du magasin, Yuru se plaint de n'avoir jamais voulu être exorciste, car elle est une amoureuse, pas une combattante. Mais elle n'avait pas le choix, c'était la seule chose pour laquelle elle était douée. De plus, elle a besoin d'argent pour financer sa drôle de dévotion à envoyer des tonnes de super chats à son streamer préféré, ce qui ne lui laisse pas d'autre choix que d'accepter ces boulots dangereux, aussi nuls soit-il. Elle continue d'utiliser son pistolet à glu pour arrêter et lier chaque fantôme sur son chemin, tandis que Coucou utilise son marteau pour les détruire un par un. Alors qu'il hurle à Aori d'arrêter de jacasser et de se mettre au travail, Yuru s'énerve à nouveau contre Coucou, affirmant qu'elle n'est compatible avec aucun exorciste de type attaque, et que Coucou est particulièrement agaçant. Même en se disputant, ils ne ratent pas une occasion et détruisent un autre fantôme avec aisance. C'est alors que Yuru se tourne vers Aori et lui dit que même si Coucou est une ordure, ses capacités sont de premier ordre en tant qu'exorciste de type attaque, ce qui signifie qu'ils n'en ont pas besoin d'autres dans la classe, surtout pas un manieur de flamme bleue. Assez vite, ils atteignent le dernier étage du bâtiment, où ils trouvent immédiatement les 2 voleurs morts, pendus au plafond. Aori est choqué, mais Yuru repère vite l'esprit et l'attaque avec sa glu, tandis que Coucou fonce dessus et le frappe avec son marteau. À leur surprise, l'esprit n'a même pas une égratignure et se retourne avant de leur dire de dégager, car elle était juste en train de décorer une poupée qu'elle avait. Coucou réalise immédiatement que quelque chose ne va pas, et que ce n'est pas un esprit normal. Il réalise qu'il ne s'attendait qu'à des esprits de bas niveau et ne sont pas prêts pour un esprit de ce calibre, alors il dit à Yuru de reculer, affirmant qu'ils doivent de partir immédiatement. Mais Yuru refuse, pensant qu'elle a déjà capturé l'esprit, ce n'est qu'une question de temps avant de l'exorciser. Mais elle a complètement sous-estimé la force de l'ennemi, car l'esprit brise facilement la glu et parvient à arracher Yuru du sol, la rapprochant de son visage. Affirmant qu'elle va aussi rendre Yuru belle, Coucou se précipite aussitôt avec son marteau et frappe l'esprit de toutes ses forces. Mais l'esprit guérit immédiatement et repousse Coucou en un instant. Quand la poussière retombe, Aori trouve Coucou allongé sur un ours en peluche. Il demande aussitôt ce qui se passe et pourquoi ce fantôme est si puissant. Cucu lui explique que certains contes fantômes peuvent avoir des capacités spéciales appelées malédictions. Ce conte fantôme semble en être un, ce qui ne rentre pas dans la catégorie des esprits de bas niveau. Il affirme que cet esprit est définitivement un conte fantôme de niveau moyen ou élevé, et qu'habituellement il formerait une équipe spéciale et élaborerait un plan avant d'envoyer l'équipe pour en finir avec le conte. Mais là, ils n'ont rien, et si ça continue comme ça, très vite, tous les 3 seront morts. Aori tourne son regard vers Yuru qui se débat. Ses bras se brisent comme des brindilles, et ses cris s'éteignent quand le fantôme la projette au sol, l'assommant. Coucou dit à Aori de courir, car il ne sera qu'une distraction à ce stade. Le fantôme commence à serrer la tête de Yuru, alors Coucou utilise son marteau pour tenter de l'arrêter. Mais son pouvoir de régénération est trop élevé, et ça ne l'affecte pas. Juste à ce moment, Aori lance un ours en peluche couvert de flammes démoniaques et frappe le fantôme au bras, la faisant lâcher Yuru. Coucou la rattrape, et ils s'enfuient tous immédiatement. Ils se cachent vite aux étages inférieurs, quand Coucou remarque quelque chose, et attrape le bras d'Aori qui brûlait encore de la flamme démoniaque. Aori est horrifié. Il a vu ce que ça fait aux vivants. Mais rien n'arrive à Coucou. Il affirme que si sa théorie est juste, les effets de la flamme démoniaque ont été inversés,
puisqu'un humain la manie, la rendant inoffensive pour les humains, mais fatale pour les démons. Il montre le fantôme géant dont la main n'a toujours pas guéri de l'attaque d'Aori. Ils élaborent un plan où Aori attaque le fantôme par derrière, créant une blessure ouverte qui ne se régénère pas, et Coucou enchaîne en martelant l'esprit, causant d'énormes dégâts. Furieux, le fantôme se transforme en toupie, projetant Aori contre le mur. L'esprit les accule vite, mais au lieu d'avoir peur, Aori sent l'adrénaline monter en lui, et il commence à s'exciter pour le combat. Il lance un autre ours en peluche enflammé sur le fantôme, mais il l'esquive et attrape Aori, le déséquilibrant. Elle l'aurait achevé sur le champ sans Yuru qui se relève et tire sa glu sur le fantôme. Furieuse que son stream ait déjà commencé, elle dit aux autres d'en finir vite, car elle a une série de super chats, en étant la première à Kyuta. Aori et Coucou se mettent aussitôt au travail, tabassant le comte fantôme qui tente de se libérer de la glu. Mais juste à ce moment, Kiriai reçoit un super chat d'une autre fille. Ça met Yuru en rogne et sa prise se resserre autour du corps du fantôme. Il commence rapidement à attaquer l'esprit sous tous les angles et porte enfin un coup fatal, l'exorcisant pour de bon. Ils sont tous soulagés, aucun d'eux n'ayant jamais vaincu un esprit de rang moyen auparavant. Et Coucou affirme qu'ils doivent rentrer et tout rapporter au plus vite. Alors qu'ils partaient, Aori sent soudain quelque chose derrière lui. Mais avant qu'il ne puisse se retourner, Yuru et Coucou se mettent à pleurer des larmes de sang et tombent au sol, immobiles, tandis que d'un des téléviseurs proches, l'esprit du comte Sad Boy apparaît, prêt à affronter un autre utilisateur de flammes démoniaques. Le souffle d'Aori se coupe, alors qu'il regarde le démon avec incrédulité. Les souvenirs de sa sœur mourant dans son lit, implorant de l'aide, défilent dans son esprit. Il halète comme une bête sauvage et perd vite tout contrôle, sortant sa lame enflammée avant de foncer sur l'esprit et d'essayer de le frapper. Le Sad Boy ne bronche même pas et tient bon, tandis qu'Aori le frappe sous tous les angles possibles, mais la flamme brillante qui brûle autour de l'esprit bloque complètement toutes les attaques, forçant Aori à reculer et à repenser sa stratégie. Le Sad Boy regarde Aori et soupire tristement avant de demander si c'est tout ce qu'il peut faire. Aori est choqué, il a donné le meilleur de lui-même. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ses yeux éclatent de sang, sa vision rougit et il tombe au sol. Il est étourdi et se demande ce qui vient de lui arriver. Comment le Sad Boy connaissait-il déjà son nom et pourquoi diable est-il apparu ici sans aucune raison? Par pure volonté et ténacité, Aori continue de bouger, alors qu'il lutte pour atteindre son téléphone et dit au Sad Boy qu'il vengera sa petite sœur Akari quoi qu'il arrive. Le Sad Boy semble reconnaître ce nom et lui dit que sa mort à l'hôpital était en effet triste, car tous ses efforts ont été vains quand il a été forcé de la tuer. Alors peut-être qu'Akari est morte en vain et qu'on ne peut rien y faire. Cela touche Aori en plein cœur. Il se souvient de sa sœur riant et jouant et il force son corps à bouger. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est regarder droit dans les yeux du fantôme en disant au Sad Boy qu'il le tuera quoi qu'il arrive. Le Sad Boy se contente de rire, et même Aori sait qu'il est trop faible pour faire quoi que ce soit, et qu'il ne fait que débiter des conneries qu'il ne peut pas concrétiser à cause de sa propre faiblesse. Le Sad Boy lève les mains, et aussitôt tout son bras s'enveloppe de flammes, alors qu'il dit à Aori de dire adieu au monde, mais promet qu'il y a une petite chance qu'il revienne sous forme de fantôme s'il a des affaires inachevées. Aori réalise qu'il ne peut plus rien faire et ferme les yeux, s'excusant auprès d'Akari et acceptant sa propre mort. Mais quand le Sad Boy utilise ses flammes pour tenter de l'achever, une rafale de vent extrêmement forte bloque les flammes et les annule. Aori est choqué, le bâtiment est fermé. Alors d'où diable vient ce vent? Mais il ne reste pas longtemps perplexe quand Zaki se révèle, laissant tomber sa perruque blonde et se retrouve en face à face avec le Sad Boy. L'esprit sourit et demande qui il est. Et Zaki répond qu'il est un exorciste et le professeur d'Aori. Avant que l'esprit ne puisse réagir, Zaki éloigne ses 3 élèves du danger immédiat. Ce qui surprend même le Sad Boy qui réalise que Zaki ne semble pas être une mauviette comme les 3 autres gamins. Aori commence à s'inquiéter pour Coucou et Yuru, mais Zaki lui dit de ne pas trop s'en faire. Ils ne sont pas morts. Leurs pouvoirs les ont protégés pour l'instant. Aori continue de les appeler et bientôt, Coucou ouvre les yeux, se plaignant d'un terrible mal de tête, tandis que Yuru aussi ouvre les yeux, essayant de se souvenir de ce qui s'est passé. Zaki se met à pleurer, s'excusant auprès de ses élèves, affirmant qu'il ne voulait pas les laisser seuls, mais les femmes ne le laissaient pas partir et voulaient l'emmener faire la fête. Il a dû vite les arranger, puis il a couru vers eux. Aori dit à Zaki d'oublier tout ça, ce n'est peut-être pas le bon moment. Avant qu'il ne puisse avertir les autres, le Sad Boy envoie une autre volée de flammes directement sur eux, mais aucune n'atteint le groupe,
car une pseudo-barrière invisible les protège de tous les côtés. Aori n'a jamais rien vu de tel et demande ce qui se passe. Coucou tente d'expliquer que ce bouclier est un appareil spécial créé par le laboratoire qui bloque toutes les ondes électromagnétiques pendant 3 minutes. Mais il peut se briser si une entité physique y pénètre. Le crâne épais d'Aori ne peut pas comprendre tout ça si vite, mais Zaki lui explique d'une manière que même un enfant de 5 ans comprendrait. Il leur dit que la barrière repousse tous les fantômes et leurs attaques pendant 3 minutes, après quoi ils seront livrés à eux-mêmes. Il leur dit de tenir bon, tandis que lui-même se lève et félicite Aori pour son bon travail. Aori est confus, il n'a rien fait, mais Zaki affirme que même survivre face au Sad Boy par pure volonté était un exploit en soi. Et pour ça, il devrait garder la tête haute. Aori lutte pour retenir ses larmes, les mots positifs du professeur touchant son âme. Zaki leur dit à tous de rester en arrière alors qu'il sort son éventail et crée une carpe magique dans les airs, prête à affronter l'un des fantômes les plus dangereux de l'histoire. Sans perdre une seule minute, Zaki l'attaque avec son poisson magique et parvient à lui porter un bon coup qui pousse le fantôme dans les gradins alors qu'il tombe. Il continue son attaque et frappe l'esprit une fois de plus. Mais cette fois, le Sad Boy était prêt et parvient à bloquer l'attaque. Il sourit, affirmant que s'il est le professeur d'Aori, cela signifie que sa mort finirait par créer un lien très fort entre Aori et le monde et qu'il renaîtrait en esprit. Immédiatement, le fantôme commence à arroser Zaki de sa flamme magique. Tandis qu'il esquive et évite les attaques l'une après l'autre avant de lancer sa propre contre-attaque, Aori réalise que Zaki est à un niveau complètement différent du leur. Il demande à Coucou quel genre de cyberkinésie Zaki utilise, et Coucou répond que Zaki n'utilise aucune cyberkinésie, car il n'en a pas. Il canalise simplement ses pouvoirs spirituels bruts en magie à l'aide d'un convertisseur numérique. Et l'éventail est le mécanisme principal pour qu'il puisse faire ça. Il affirme que Zaki est un exorciste de l'ancienne génération qui n'a jamais appris à gérer les fantômes numériques de cette ère, et c'est pourquoi de nouvelles générations de chasseurs de fantômes sont nécessaires, dont les pouvoirs sont natifs du monde numérique. Afin qu'ils puissent mieux gérer ces esprits quand ils attaqueront inévitablement l'humanité. Les yeux de Zaki commencent à saigner, ce qui inquiète Aori. Mais Coucou lui dit de ne pas s'inquiéter, il affirme que Zaki est bien plus fort que ça. Et si le Sad Boy était un vrai fantôme et non un numérique, Zaki l'aurait effacé de l'existence en quelques minutes. Mais quand ces exorcistes analogiques de l'ancienne génération canalisent leur pouvoir spirituel via un convertisseur numérique, l'ampleur de leur pouvoir diminue de 90%, ce qui signifie que Zaki ne se bat techniquement qu'avec 10% de ses vraies capacités. Aori regarde anxieusement Zaki se faire acculer par le Sad Boy, mais juste au moment où il pensait que tout était perdu, Zaki a simplement souri et a créé 2 poissons supplémentaires avec sa magie, attaquant le Sad Boy avec les 3 simultanément. Aori est choqué, mais Coucou continue son exposé, affirmant que Zaki est un exorciste de génie et qu'il s'est distingué dès l'âge de 18 ans, lorsqu'il a vaincu un démon de classe calamité, ce qui lui a valu le titre un peu ringard de légende vivante. Aori est choqué d'être formé par une véritable légende et demande pourquoi diable le plus fort des exorcistes deviendrait professeur. Coucou répond que personne ne sait, mais un jour, Zaki a décidé de prendre sa retraite du service actif et de reprendre un rôle de leader pour former la nouvelle génération d'exorcistes à gérer les démons d'aujourd'hui. Aori semble impressionné, mais en même temps inquiet. Mais Coucou lui dit de ne pas s'en faire, car il ne pense pas que le Sad Boy ait la moindre chance de gagner contre le plus grand exorciste du monde. À ce moment précis, Zaki a déployé une magnifique triple attaque, repoussant l'esprit. Une fois la poussière retombée, le garçon triste avait disparu. Aori demande s'il a détruit l'esprit, mais Zaki répond que malheureusement, il s'est échappé, ce qui signifie qu'ils devront être extrêmement prudents à partir de maintenant, vraiment très prudents. Ils s'assoient tous, soulagés que ce cauchemar soit terminé. Zaki leur explique que le garçon triste ne se battait pas à pleine puissance, car sa charge était presque épuisée. En gros, il était en mode économie d'énergie, le petit malin. Coucou s'irrite en réalisant qu'ils ont, en gros, raté une occasion en or d'exorciser ce fantôme, mais Zaki leur dit de ne pas trop y penser. Le plus important, c'est qu'ils s'en soient là tous sortis sains et saufs, et ça n'a pas de prix. Il les serre tous dans ses bras, ce qui donne à Aori une nouvelle perspective sur sa propre faiblesse. Il se tourne vers Zaki, affirmant qu'il a désormais un nouveau but dans la vie. Il veut devenir exactement comme Zaki, son nouveau modèle. Zaki en rit et leur dit qu'ils devraient tous retourner à l'école pour se reposer et récupérer, afin de pouvoir s'entraîner encore plus dur. Il retourne rapidement à l'académie. Pendant que Zaki est appelé en réunion, Aori et Coucou changent pour de vêtements et se dirigent vers l'infirmerie, où ils trouvent Yuru, complètement rafistolée et comme neuve, un vrai miracle. Aori ne comprend pas comment toutes ses blessures ont pu disparaître si vite. C'est alors que l'infirmière Mina sort de derrière une porte et lui dit de ne pas s'inquiéter pour ses blessures.
Elle prend une photo de lui avec son téléphone et utilise sa capacité pour littéralement le photoshopper en pleine forme. C'est de la magie. Bientôt, le reste de leurs camarades de classe entrent, aussi dans le bureau. Mais Aori, Coucou et Yuru ne sont pas vraiment d'humeur à s'amuser. Ils ont un air déterminé en disant à leurs camarades qu'ils partent s'entraîner, car ils ne veulent plus jamais être humiliés de la sorte, c'est clair et net. Et avant qu'ils ne puissent m'en partir, Mina leur dit de jeter un œil à leur batterie. Ils réalisent vite qu'ils sont à court d'énergie spirituelle. Mais ça ne les dérange pas vraiment. S'ils ne peuvent pas entraîner leur pouvoir spirituel, ils entraîneront leurs muscles et gagneront en efficacité. Par tous les moyens possibles. Un jour, ils se vengeront et tueront ce garçon triste une bonne fois pour toutes. C'est promis. Quelques jours passent depuis cet incident. Après avoir retrouvé toutes ses forces, Aori réalise qu'il n'arrive pas à utiliser sa cyberkinésie à son plein potentiel. Il décide donc d'aller rencontrer Coucou et Ren pour en discuter. Il les trouve assis à une table, en train de prendre le thé, mais Coucou semble très occupé. Ren salue chaleureusement Aori et lui demande ce qu'il fait si tôt le matin. Aori répond qu'il n'a pas très bien dormi depuis qu'il a réalisé à quel point son corps était en fait peu entraîné. C'est une révélation. Ren est un peu confus, mais Aori affirme que lors du dernier combat contre Sadboy et cet autre contre Fantôme, il a réalisé que sa cyberkinésie fonctionnait à merveille. Il était capable de penser et de réagir aux choses plus vite qu'il ne le ferait normalement. C'était impressionnant. Mais son corps le retenait constamment. Il y avait toujours une déconnexion entre son cerveau et son corps, où son corps réagissait en retard, le laissant à découvert, une vraie galère. Il pense que s'il entraîne encore plus ses compétences en combat au corps à corps et travaille sur le conditionnement de son corps, il pourra manier ses capacités bien mieux et sera capable de gérer les comptes fantômes beaucoup plus facilement, c'est une évidence. Sur ce, il se tourne vers Coucou et s'incline, lui demandant de l'entraîner pour qu'il puisse mieux utiliser ses compétences. Mais Coucou ne reconnaît même pas sa présence, trop occupé à taper furieusement sur son téléphone, comme d'habitude. Aori est un peu confus, mais Ren rit et lui dit de s'asseoir, car c'est la routine quotidienne de Coucou. Il parcourt Twitter et Reddit, puis se dispute avec des inconnus en ligne sur le fait qu'Epstein ne s'est pas suicidé. Un vrai débatteur, notre Coucou. Aori réalise que ce n'est pas une blague, et que Coucou est vraiment un guerrier du clavier un peu gênant. Il continue de taper sur son téléphone, avant de le poser enfin pour prendre son thé. Il dit à Aori de s'asseoir et de boire son thé, affirmant que ça calme les nerfs. C'est sa philosophie. Aori ne comprend pas du tout cet homme et lui demande s'il était dans un gang ou quelque chose du genre avant, vu qu'il a aussi un tatouage sur l'épaule. Coucou s'étouffe avec son thé et lui dit de se taire, car c'est une façon de penser très préjugée et discriminatoire, et qu'il fait du profilage, c'est inadmissible. Ren cependant dénonce son baratin, disant à Aori qu'il a raison dans son hypothèse. Coucou était bien dans un gang au lycée. Il sort son téléphone et lui montre une photo de la version délinquante de Coucou, qui aurait sans aucun doute généré une foule de fans féminines parmi les filles K-pop, c'est sûr et certain. Coucou lui dit que ce n'était qu'une phase et que même Ren était dans le même gang. Ren affirme qu'il ne faisait que le suivre et dit à Aori qu'il connaît Coucou depuis l'enfance et qu'ils ont une sorte de bromance entre eux, une amitié très forte. Coucou affirme qu'il n'est pas de ce bord-là, tandis qu'Aori réalise qu'il ne connaît pratiquement aucun de ses camarades. Il dit à Ren qu'il aimerait en savoir le plus possible sur eux. Cela surprend Ren, car d'habitude, les ragebaiters sont très égocentriques, et disons-le, des vrais cons. Mais Aori ne semble pas tomber dans la même catégorie. Coucou lui demande ce qu'il voulait de lui, ce qu'Aori avait totalement oublié. Mais au lieu de l'entraîner, Coucou l'envoie chercher Heige, car c'est la spécialiste du combat au corps à corps qui pourra lui apprendre le plus, c'est une évidence. En cherchant Heige, il tombe sur une poupée à l'air étrange assise sur un bureau. Il commence à lui parler, lui demandant si elle peut l'entraîner au combat, mais Chucky ne répond pas. Il s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle lui fait la tête quand il regarde autour de lui et réalise qu'il est entouré de poupées. C'est flippant. Il pense que Chucky s'est cloné, mais la vraie arrive par derrière et lui donne une tape sur la tête, affirmant que ces poupées sont les mascottes officielles de l'école. Ses capacités de cyberkinésie lui permettent de les contrôler, tandis que son vrai corps est dans son dortoir, sirotant un café et regardant Boku no Pico en 4K, la grande classe. Aori ne juge pas les gens en fonction de ce qu'ils regardent et demande à Chucky de l'entraîner. Elle s'intéresse immédiatement, car elle voulait l'affronter depuis qu'il était arrivé à l'académie. C'est une occasion en or pour elle. Ils se rendent vite sur le terrain d'entraînement où elle fait porter à Imo une énorme poupée à l'intérieur et la pose sur le sol. Elle dit ensuite à Imo qu'il doit être là, en tant qu'arbitre pour eux, avant de commencer le combat. C'est la règle. Au début, Aori rit, affirmant qu'il aura du mal à frapper une poupée de Chucky si adorable. Mais sans aucun avertissement, Chucky lui donne une claque au visage avant de lui asséner un barrage de coups sous plusieurs angles, une vraie tornade. Imo dit à Aori de ne pas prendre ça trop à la légère, car Heige est la championne de Tekken et règne sur la scène e-sport. Aori réalise qu'il n'avait pas pensé que cette poupée serait un problème, ce qui était son erreur. Il décide donc de finalement commencer à essayer et sort ses flammes bleues de son téléphone, c'est du sérieux maintenant. Heige décide que Chucky n'est pas suffisante pour blesser quelqu'un correctement.
Alors elle saute de son emplacement vers la poupée plus grande et y transfère sa conscience. Un vrai tour de passe-passe. Aori est surpris, mais Heige révèle qu'elle peut prendre le contrôle de n'importe quelle poupée à volonté avec le mode Bluetooth activé, et comme la petite poupée ne peut pas faire beaucoup de dégâts, elle utilisera celle-ci pour simuler un vrai combat, c'est plus réaliste. Le deuxième round commence et Aori réalise que cette version est moins mignonne, mais aussi plus facile à frapper. Alors il se précipite sur elle à toute vitesse pour lui asséner quelques coups. Mais son temps de réaction est trop rapide et elle parvient à lui infliger un combo de 5 coups, c'est la débandade. Aori est confus car il a l'impression qu'elle réagit à ses attaques avant même qu'il ne commence à attaquer. Mais pour Heige, c'est normal. Si tu veux concourir au niveau pro dans le gaming, tu dois avoir des réflexes de dieu et un sac d'insultes à lancer à ton adversaire. C'est la base. Aori continue d'essayer de l'attaquer sans réfléchir. Mais quoi qu'il fasse, il ne peut même pas lui porter un seul coup. Chacune de ses attaques est complètement bloquée, tandis qu'elle réplique avec un combo après l'autre, le dominant totalement avec ses mouvements. C'est une leçon. Immorite, car la différence entre leurs compétences semble trop grande. Mais Aori n'a pas dit son dernier mot. Il décide que si Heige lit son rythme, alors il va la déstabiliser en sortant des mouvements non conventionnels qu'elle n'a jamais vus auparavant, c'est le moment de la surprise. Cette fois, il fait bien mieux, car il parvient à éviter toutes les attaques de Heige en lisant son rythme et bloque même l'une d'elles. Heige lui dit de ne pas trop se vanter juste parce qu'il a bloqué une seule attaque, et lui dit qu'elle va lui montrer ce qui lui manque encore, c'est une promesse. Sur ce, elle se transforme en Iron Man et utilise un rayon laser rose pour assommer complètement Aori. Heige célèbre, tandis qu'Aori essaie de se relever et reconnaît que Heige est vraiment génial. Il lui demande si elle pourrait devenir son professeur pour qu'il puisse apprendre à se battre, c'est une requête sérieuse. Quelque temps plus tard, il décide d'aller prendre un bain, se demandant à quoi ressemble la vraie Heige. Dans son esprit, il imagine un modérateur Discord, barbu et transpirant, avec rien d'autre qu'une crème hydratante et un tas de mouchoirs dans sa chambre, une vision charmante. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, il finit par bousculer Yuru et une fille aux cheveux roses avec d'énormes lunettes. Il essaie immédiatement de la draguer, le petit coquin. Quand Yuru appelle la fille aux cheveux roses Eiji et lui dit de marcher plus prudemment, il faut un certain temps à Aori pour faire le lien. Il réalise que cette jolie fille est en fait la gameuse transpirante qu'il a prise pour maître. Quelle surprise! Il essaie immédiatement de lui parler, mais Heiji s'enfuit pour revenir sous forme de poupée et frapper Aori à la tête, lui disant de marcher plus prudemment. Il est choqué de voir le virage à 180 degrés qu'elle vient de prendre, mais Yuru rit simplement, affirmant que la vraie Heiji et ses personnages de jeu sont deux choses complètement différentes et qu'elle est une ermite totale, une vraie recluse. Heige affirme fièrement qu'avec des boissons énergisantes, un bon PC avec des tonnes de RAM qu'elle a accumulées avant la flambée des prix et le shopping en ligne, elle n'a besoin de rien de plus. Sa chambre est en soi un sanctuaire pour elle, son petit paradis personnel. Aori allait demander quand il pourrait en se battre à nouveau. Quand il reçoit une notification et la consulte pour voir que Zaki leur a envoyé un message concernant une réunion stratégique pour s'occuper de Sadboy, maintenant connu simplement sous le nom de K, et trouver comment le détruire, c'est du sérieux. Tous les élèves de sa classe 1B se rassemblent immédiatement dans la pièce, où Zaki et Kiko commencent à expliquer qu'ils ont décidé d'une guerre totale contre K et de l'exorciser coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Il affirme qu'il y a eu 2 missions précédentes pour s'occuper de K, mais que les 2 ont échoué. La plupart des étudiants qui ont participé à la chasse sont morts, car K a sorti un nouveau coup auquel personne ne s'attendait, c'était un piège mortel. Il affirme que cette fois, ils vont attaquer en nombre, et quoi qu'il en coûte, ils s'occuperont de lui. Aori s'enflamme, affirmant que cette fois, K paiera pour tout ce qu'il a fait. Mais Zaki rit simplement, affirmant qu'ils ne feront pas partie de cette partie de chasse, c'est une déception. Aori est choqué, tandis qu'Imo explique que les élèves de première année ne sont pas autorisés à s'impliquer dans des combats contre des comptes fantômes de haut niveau ou de niveau extrême, comme le compte Sadboy K. Zaki affirme qu'ils ne sont même pas autorisés à gérer seuls des esprits de niveau intermédiaire et doivent avoir un senior avec eux dans de tels cas, c'est la règle d'or. Aori est plus que frustré et affirme qu'il ne va pas laisser passer sa chance de vengeance et qu'il se fiche même s'il l'expulse. Il participera à la chasse d'une manière ou d'une autre, c'est une certitude absolue. QQ se souvient soudain qu'il y a une exception à cette règle, si un élève dont les capacités de cyberkinésie sont très importantes pour la mission, il peut combattre. Ou si un élève fait suffisamment ses preuves devant les autres pour que tous reconnaissent en sa force, c'est une porte de sortie inattendue. Aori demande immédiatement comment diable il peut faire ses preuves. Zaki répond qu'il y a une bataille entre la classe A et la classe B chaque trimestre, et que cette compétition est le principal moyen de montrer leurs compétences et leurs forces, c'est l'occasion rêvée. Et puisque la chasse à K va commencer dans 2 mois, ils ont encore le temps de faire leurs preuves. Aori s'enflamme et commence à s'entraîner comme un fou dès le lendemain. Alors qu'il court à travers la forêt aux côtés d'Imo, soudain l'un des monstres factices apparaît devant lui. Quelle surprise! Heureusement, Imo a été assez rapide et utilise sa cyberkinésie, spécialisée dans la défense, pour créer un mur devant eux qui bloque l'attaque.
Ils recommencent bientôt à courir à travers les forêts, essayant de semer le monstre derrière eux. C'est une course-poursuite effrénée. Quand Ren les rattrape et leur ordonne de se séparer près du grand arbre, il dit aussi à Yuru et Coucou quelles sont les meilleures positions qu'ils devraient occuper. Et très vite, il les a tous exactement là où il veut qu'ils soient, un vrai stratège. Avec les 3 monstres capturés et encerclés entre eux, Aori est choqué par l'incroyable stratégie que Ren a pu élaborer à la volée. Et Hyde lui dit que Ren est le cerveau de la classe et que ses capacités sont comme avoir une caméra de surveillance. Il peut voir tout ce qui se passe à tout moment, ce qui lui permet de prendre les meilleures décisions pour faire tourner le combat en leur faveur. C'est un atout majeur. Une fois les monstres encerclés, ils en viennent rapidement à bout, les détruisant complètement un par un. Zaki et Kiko émergent des buissons, affirmant qu'ils semblent tous être en bien meilleure forme qu'ils ne l'ont jamais été. C'est une belle progression. Et Ren l'attribue à l'arrivée d'Aori, car ils ont maintenant un autre attaquant puissant dans leur équipe. Coucou mentionne cependant qu'il brûle son énergie trop rapidement et que ses attaques ne sont pas assez efficaces, ce qui le fatiguera dans un vrai combat. C'est un point à améliorer. Aori prend tous les conseils à cœur et sort le soir pour s'entraîner seul, pratiquant ses capacités et augmentant son agilité. Mais bientôt, il réalise qu'il est à sa limite. Il ne peut plus rien faire de plus. Alors qu'il tombe, un autre étudiant aux cheveux roses, avec des dents bizarres, le saisit et se présente comme Suru. Il fait semblant de compatir avec Aori tout en lui parlant de sa sœur qui a été tuée par K, un vrai manipulateur. Mais juste au moment où il pensait s'être fait un nouvel ami, Suru commence à brûler l'épingle à cheveux, la dernière chose qu'Aori avait de sa sœur. Les larmes commencent à couler de ses yeux, tandis que Suru se met à rire, révélant que lui aussi est un rage bêté avec une capacité de type flamme, le petit diable. Soudain, Aige intervient avec un coup de pied qui repousse Suru. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, toute la classe de Suru, la classe Wana, entre. Aige affirme qu'il devrait reculer, car ces gens sont de vrais crétins. Mais Aori ne peut pas laisser le manque de respect impuni et bondit sur Suru avec ses flammes bleues. C'est la guerre. Mais bien avant qu'il ne puisse atteindre l'intimidateur, Aori est intercepté et mis au sol par l'une des filles, tandis que les épées de leur délégué de classe le manquent de peu grâce à la fille. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, le gars à l'épée nommé Wagai est attaqué par Coucou, mais parvient à bloquer le coup. C'est un vrai chaos. Maintenant, les classes 1A et 1B sont dans une impasse, face à face. Pendant ce temps, un Aori presque épuisé est toujours au sol, avec la fille sur lui, se demandant s'ils vont avoir une bagarre générale ici même. C'est la tension à son comble. La fille se lève immédiatement du sol, laissant Aori partir, et s'excuse auprès de Coucou, affirmant que ce n'est pas ce que ça en a l'air, car elle a un énorme béguin pour lui, depuis longtemps d'ailleurs. Pendant qu'Aori utilise ses abdos pour se propulser, ce qui stupéfie la classe qui réalise qu'Aori doit beaucoup travailler son gainage. L'un de leurs camarades sort son t-shirt pour montrer ses abdos brillants, mais personne ne s'en soucie, c'est un flop total. Aori se repousse avec l'aide d'une branche d'arbre et se lance vers le flambetter Suru. Il se retrouve face à lui une fois de plus, les yeux sombres de colère, exigeant des excuses. C'est une confrontation tendue. Suru, cependant, semble s'éclater à provoquer un autre rage better et s'enfuit en riant tandis qu'Aori le poursuit. Waga rit, affirmant qu'on ne sait jamais ce que le rage better va faire ensuite et qu'ils sont très difficiles à contrôler. C'est une vraie galère. Coucou est d'accord avec cette affirmation, déclarant que tous les rage baiters sont de pure merde, mais que les merdes de la classe B puent moins. Le gars aux cheveux bleus nommé H regarde les deux flame baiters face à face et se demande si ça ferait un bon film, tandis que Kiri, la tête vide aux cheveux verts, pense à ce qu'il va manger ce soir, chacun ses priorités. Le gars qui essaie de reproduire la coiffure de Tokyo Revengers, nommé Iko, est jaloux du fait que la fille Hiru aime Coucou et non lui. Hiru, d'autre part, salue Yuru et lui demande comment elle va, tandis que Yuru répond qu'elle ne parle pas aux Pick Me Girls, et je dois lui donner du respect pour ça. C'est une sacrée personnalité. Hiru affirme que Yuru se contente de lécher les bottes de chaque homme qu'elle voit, mais Yuru réplique, affirmant que c'est Hiru qui essaie de faire tomber les gars sous son charme en s'habillant en goth baddie. C'est une vraie guerre de style. Pendant ce temps, Aori poursuit toujours Suru et essaie de lui asséner un coup de poing puissant que Suru esquive. Mais l'arbre, lui, n'a pas eu cette chance et est cabossé par la puissance d'Aori. Suru est intrigué, car il sait qu'un seul coup aurait pu lui briser tous les os. Mais il apprécie ça et utilise ses propres capacités de flamme pour créer un mur de feu devant eux. C'est un vrai spectacle. Aori recule immédiatement, remarquant que Suru n'a pas utilisé son téléphone pour activer ses capacités comme tout le monde et que sa flamme est très chaude, contrairement à la sienne. Suru remarque qu'Aori commence à utiliser son cerveau à nouveau. Enfin. Alors il essaie de le mettre en colère une fois de plus et commence à crier que la classe B n'est qu'une bande de losers. L'un d'eux est un gars qui ne peut que mater comme un pervers, un idiot de fausse qui ne peut rien faire d'autre que bloquer les attaques, et le cousin moche d'Annabelle, quelle brochette de bras cassés. Cela énerve Aori une fois de plus, car il ne comprend pas comment quelqu'un peut être si indifférent aux sentiments des autres. Et à la surprise absolue de Suru, Aori lui saisit la main, qui brûle encore d'un rouge ardent avec les flammes. C'est un geste audacieux. Suru n'arrive pas à croire que quelqu'un tienne sa main brûlante, et trouve ça super chaud.
Mais le Waga homophobe ne soutient pas les gens de la LGHDTV et utilise une entaille aérienne qui abat chaque arbre de la zone et manque la tête d'Aori de quelques centimètres, lui coupant une touffe de cheveux sur le dessus. C'était -1. Suru leur dit à tous les deux d'arrêter et s'excuse au nom de Suru. Mais à la fin, il rit et affirme que toute la classe B est de la pure merde. Quand même. Coucou affirme que cela annule complètement le but d'une excuse. C'est absurde. Mais Waga s'en fiche et pointe son épée sur Aori, affirmant que la classe B s'est déshonorée en ayant un Flamebeater dans son groupe. Il affirme également que lors de la prochaine bataille entre A et B, ils détruiront complètement la classe B et montreront à tout le monde à quel point la classe B est remplie de losers. C'est une déclaration de guerre. Cucu cependant prend la parole avec confiance, se plaçant devant Aori, et dit à Waga qu'il se trompe et qu'il sera vaincu lors de la prochaine bataille. Et ce, grâce au Flamebeater de leur équipe, c'est une certitude. Aori retourne à l'infirmerie où il est soigné très rapidement. En revenant, il tombe sur Zaki, qui le félicite pour les efforts qu'il a fournis jusqu'à présent. Aori, cependant, n'a pas encore fini et lui demande quelle technique Suru utilisait et comment il peut l'apprendre aussi, il est très motivé. Pendant les 2 semaines suivantes, les 2 équipes donnent tout lors des séances d'entraînement pour s'assurer d'être au top de leur forme lorsque le moment de la bataille arrivera. Et finalement, le matin de la bataille arrive et toute la classe B est entassée dans un bus et emmenée vers l'arène pour le combat. Classe A contre classe B, c'est le grand jour. En chemin, Yuru est complètement détendu, parlant de la façon dont Twitch ne débannira jamais le Docteur Disrespect. Pendant qu'Imo a le mal des transports, Kiko affirme qu'elle s'attendait à ce qu'il soit un peu plus concentré sur la bataille. Imo lui répond qu'il a le mal des transports parce qu'il est stressé par la bataille, c'est une excuse comme une autre. Aori leur demande si la dernière bataille a eu lieu en montagne, et Imo a de nouveau la nausée rien qu'en se remémorant leur dernière défaite cuisante, où ils n'avaient rien pu faire, la classe A ayant trop de combattants offensifs. Aori demande sans détour à Imo pourquoi il a choisi le rôle de sorcier, s'il a peur de tout. Mais avant qu'Imo ne puisse répondre, Haji s'interpose, affirmant que chacun a ses propres raisons de rejoindre cette école, et qu'il devrait en rester là. Aori recule pensant avoir touché un point sensible, quand il remarque que Haji est aussi avec eux, mais caché dans une boîte, contrôlant une poupée avec son téléphone. Elle explique que ça consomme moins d'énergie, d'où cette astuce. Aori réalise soudain qu'ils ont fait un tour complet et sont de retour à l'école. Il demande si la bataille est annulée, mais Kiko sourit simplement, annonçant que le thème de cette année sera la guérilla urbaine, et leur objectif, neutraliser ou incapaciter toute l'équipe adverse jusqu'à leur reddition. Puisque Kochi, l'infirmière, est également présente, cela signifie qu'ils peuvent se donner à fond et s'infliger de vrais dégâts. Tuer, en revanche, entraîne une disqualification immédiate et sans appel. Une fois descendus du bus, Kiko explique qu'ils ne sont pas vraiment à l'école. Toute cette zone est une copie conforme de leur établissement et de la ville, car l'un des professeurs possède une capacité de copier-coller. Elle sort ensuite une tablette et lance une visioconférence, car Zaki voulait parler à sa classe avant le combat. Il regardait du porno en 4K, mais il enfile vite ses vêtements et dit à ses élèves de faire de leur mieux, car les yeux de toute l'école, y compris leurs aînés et tous les professeurs, sont rivés sur eux. C'est d'autant plus important que, en plus d'être une occasion de briller, il pourrait cette fois choisir des candidats potentiels pour la mission contre le triste cas. Coucou assure à Zaki qu'ils ne le déshonoreront pas, mais Zaki rit, affirmant que perdre ne le dérangerait pas, car il tient à eux et ne voudrait pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Mais s'ils partent pour cette mission extrême d'exorcisme de K, beaucoup d'entre eux ne reviendront pas. La classe A reçoit aussi un discours de motivation, mais Waga est très confiant en leurs capacités, car il sait que chacun d'eux est plus fort que n'importe qui de la classe B. La meilleure stratégie serait donc de s'engager dans des duels, de neutraliser rapidement leurs adversaires, puis d'aider les autres pour prendre l'avantage et remporter la victoire le plus vite possible. La classe B se prépare, prend position et sort ses armes, tandis qu'Emo essaie de rester concentré pour ne pas paniquer dès le début du match. Ren remercie Eori de s'être énervé pour eux, quand la classe A les a manqué de respect ce jour-là, et lui demande s'il sait pourquoi ils n'ont pas rendu l'appareil. Avant qu'Aori ne puisse répondre, Coucou crée un marteau gigantesque et affirme qu'ils n'ont rien dit, parce qu'ils réservaient toutes leurs vannes et insultes pour aujourd'hui. Le buzzer retentit, et Coucou décide de commencer le match en fanfare, créant une flopée de petits marteaux à partir de son géant, et tente de spawn kill les élèves de la classe O. Waga sourit simplement et s'apprêtait à gérer la situation, mais Ash sort son téléphone et crée un immense modèle de glace de lui-même avec des ailes, ce qui émeut l'artiste qui sommeille en lui. La statue bloque l'attaque, mais dans le processus, cet idiot finit par utiliser 50% de sa batterie totale. Coucou et les autres observent de loin, quand soudain ils réalisent qu'une entaille aérienne fonce sur eux. Ils couvrent immédiatement les oreilles d'Amo pour qu'ils puissent se concentrer, et ils créent une barrière autour d'eux pour les protéger de la lame.
Cuckoo explique à Aori que Waga est le membre le plus fort de la classe A et qu'il possède une capacité spéciale lui permettant de cibler n'importe qui avec une entaille aérienne. Il a également accompli de multiples missions de haut rang et géré seul des comptes fantômes de niveau intermédiaire. Il avertit toute son équipe de fuir s'il rencontre ce prodige en duel. L'équipe ennemie se sépare et commence à chercher la classe B, mais ne trouve personne. Waga, lui, a de la chance. Il tombe sur Haji, caché parmi un tas de cartons dans une boutique. Il tranche l'un d'eux, la forçant à rouler lentement dans les rues, tout en ouvrant son carton, pensant avoir déjà éliminé quelqu'un. Il est surpris de voir que ce n'est qu'une poupée, pas la vraie Haji, qui rit depuis sa véritable cachette, sachant qu'ils ont Waga exactement là où ils le voulaient. Il s'avère que Cuckoo connaissait le plan de Waga, et a décidé de l'attirer avant de l'attaquer avec un coup synchronisé. Waga réalise qu'il s'est fait berner quand Cuckoo et Yuru apparaissent de nulle part. Yuru utilise son chewing-gum pour lier ses jambes, tandis que Cuckoo tente de l'attaquer. Waga bloque le marteau, tout en parant le coup de poing d'Aori simultanément, esquivant même les tirs gluants de Yuru, affirmant qu'au lieu d'un travail d'équipe, ça ressemble plutôt à un acharnement collectif. Il affirme que c'est une stratégie de faibles, esquivant leurs attaques sans effort et se préparant à riposter. Mais MO bloque son attaque, tandis que Cuckoo utilise son attaque 1000 marteaux, une fois de plus. Mais ce n'est qu'une diversion, offrant à Yuru l'ouverture pour frapper Waga et lui lier les mains avec sa bave. Waga réalise qu'il vient de faire une gaffe. Quand Aori apparaît et lui assène un puissant coup de pied au visage, il l'enveloppe dans une masse gluante, le laissant immobile, et la classe A pense l'avoir enfin maîtrisé. À leur grande surprise, Waga est juste déprimé que la classe B ait réussi à le toucher, ce qui se transforme en rage. Il utilise son épée pour trancher la substance gluante avec l'habileté d'un expert, avant de dégainer et de lancer une entaille assez puissante pour anéantir toute la classe B, n'eût été le mur défensif d'Imo. La poupée de Haji finit tout de même décapitée. Tandis que toute la maison derrière eux est détruite par l'entaille, Waga essaie de respirer profondément et de se calmer, sachant qu'il serait disqualifié s'il en tuait un seul, et promet de ne leur couper que les membres. Aori ne saisit pas vraiment la gravité de la situation et affirme que ça n'a pas d'importance, puisqu'ils ont Imo de leur côté. Mais il réalise vite que le mur a disparu, car Imo est trop terrifié pour réfléchir, alors qu'un véritable Terminator se tient devant eux. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.